Bonjour. Alors, je me présente rapidement. Moi, je m'appelle Jean Chevalier. Je suis étudiant kiné. Donc là, je suis en quatrième année. Kiné, c'est 5 ans. Et aujourd'hui, je viens ici pour vous faire un peu une présentation de ce que j'ai compris de l'épaule et surtout de l'implication qu'elle a dans le kayak et notamment dans la prévention des blessures d'épaule. Voilà. On a un peu plus de 1 heure et demie, presque voilà, jusqu'à 13 heures. Donc, on va commencer. On a eu de la chance parce que Philippe nous a introduit les notions clés, un peu les enjeux qu'il y avait autour de l'épaule, donc notamment avec les mouvements à risque. Euh, on avait lors de la pratique du canoë-kayak. On a déjà parlé de certaines pathologies. Et quand on vous dit problème d'épaule, comme ça, vous pensez à quoi? Si vous devez dire la douleur, ouais, super. Il va y avoir des limitations de mouvement, des raideurs, ça peut arriver aussi. Voilà, on a parlé de luxation, on a parlé d'instabilité aussi. Donc, ces deux notions, luxation, ça va être la partie traumatique. L'instabilité, c'est souvent, on parle d'un symptôme associé, donc un symptôme de l'épaule. Voilà, d'autres idées pour l'instant, ouais. Tendinite, ouais, super. Très important. La tendinite, c'est un terme qui a été beaucoup utilisé, il y a eu beaucoup d'encre qu'on coulait dessus. On va voir peut-être dans la présentation que la tendinite, c'est pas forcément le terme le plus adapté pour décrire les douleurs associées ouais, les douleurs de l'épaule qui ne sont pas associées forcément à un traumatisme. En fait, le terme tendinite, il y a it à la fin, et en fait, ça sous-entend une inflammation. Et donc, dans l'imaginaire collectif, la tendinite, c'est mon tendon frotte. Mon tendon frotte, ça s'irrite, ça s'inflamme. Et à cause de l'inflammation, ça me provoque des douleurs. Alors, c'est pas forcément exactement ce mécanisme-là. Donc, nous, on parle plus de tendinopathie actuellement. C'est juste maladie du tendon. Hein. C'est juste un changement aussi simple que ça. Parce qu'on se rend compte qu'en fait, il n'y a pas forcément dans les tendinopathies des mécanismes inflammatoires tout le temps. Ou alors, les mécanismes inflammatoires ne sont pas tout le temps la cause des douleurs. Voilà. Mais ça reste des précisions un peu. Hop. Mais c'est compliqué parce que l'épaule, il y a de tout. Enfin, il y a le muscle, le tendon, il y a les os aussi. Voilà. Donc, qu'est-ce que l'épaule? Très bonne question. Donc, c'est un complexe articulaire. On va voir ça, c'est mon plan. Donc, je vous présente rapidement. Donc, on va parler qu'est-ce que l'épaule. Donc, ça va être une petite partie anatomie pour replacer un peu les choses, justement. Où est le muscle, où est l'os, quelles sont les articulations de l'épaule, voilà, qu'est-ce qu'un tendon, etc. Ensuite, on va regarder rapidement, ou plus ou moins rapidement d'ailleurs, comment bouge l'épaule. Donc ça, c'est important parce que après avoir regardé l'anatomie, on va s'intéresser vraiment au mouvement de l'épaule et comment les pièces anatomiques voilà, se mettent en synergie pour créer le mouvement, et notamment au mouvement du kayak. Donc on va s'intéresser aussi ensuite à l'épidémiologie des blessures d'épaule, donc on a déjà un peu abordé. Et ensuite, on va essayer d'établir des principes, des recommandations sur la prévention des blessures. Donc, j'ai entendu parler d'échauffement, ouais, on va en parler très rapidement, mais c'est vrai que c'est hyper important dans la prévention des blessures d'épaule. Mais vous allez voir qu'il n'y a pas que ça dans la prévention des blessures d'épaule. Donc, on va parler des mouvements à risque, on va parler de la notion de charge d'entraînement et de la notion de récupération. Voilà. Donc, l'échauffement, je l'ai dit. Et à la fin, on va essayer de faire un petit atelier pour repartir avec des exercices de préparation physique qui permettent en fait de se préparer à la charge qu'on va avoir lorsqu'on fait du canoë-kayak. Donc c'est une notion qu'on va aborder beaucoup, mais c'est que le kayak c'est un sport voilà, qui demande des mouvements spécifiques, et plus un mouvement est spécifique, plus il va être contraignant pour le corps. Et donc pour atteindre cette spécificité du mouvement, en fait, il va falloir avoir un bagage, une base physique assez solide pour atteindre la spécificité sans avoir de risque de blessure. Est-ce que je peux passer avec ça? Oui. Wow, super. Alors, donc la première chose qu'il faut savoir sur l'épaule, c'est que ce n'est pas une seule articulation. Quand on pense épaule, on pense souvent donc le bras, l'humérus, qui est articulé sur l'omoplate. Sauf qu'en fait, on décrit 5 articulations dans le complexe de l'épaule. Et en fait, toutes ces articulations marchent en synergie pour réaliser le mouvement. Donc, si on regarde quelles sont les articulations de l'épaule, on a, hop, tac, tac, tac,
on a, donc, comme je vous l'ai dit, ça, la première articulation à laquelle on pense, c'est l'articulation entre le bras et l'omoplate. La deuxième articulation, qui est aussi importante, c'est l'articulation entre la clavicule et l'acromion, dont on parlait tout à l'heure. Donc, en fait, c'est juste l'articulation entre la clavicule et l'omoplate qui est derrière. Donc, si vous mettez votre doigt un peu au bout de la clavicule, là, vous prenez votre clavicule qui est sous-jacente, là, et vous allez, hop, le plus loin possible, presque vers l'épaule. Vous allez voir, il y a une petite boule, une petite articulation. Et là, à ce moment-là, vous pouvez lever votre bras, faire des petits mouvements. Et là, vous voyez que cette articulation bouge quand vous bougez votre épaule. Et en fait, cette articulation acromio-claviculaire, on va facilement comprendre que s'il y a un problème dans cette articulation, eh ben, ça va impacter tout le mécanisme de l'épaule. Donc déjà, on a une deuxième articulation. Hop. Troisième articulation, donc même principe, sauf que ça sera entre la clavicule et le sternum. Donc même chose, on peut regarder entre le sternum au milieu et la clavicule qui commence. Et ben, si on bouge le bras, pareil, on va avoir des mouvements au niveau de cette articulation. Donc ça, c'est les trois articulations vraies de l'épaule. Et donc un mouvement de l'épaule, quel que soit le mouvement, va impliquer des mouvements dans ces trois articulations. Voilà. Après, dans la littérature, on décrit deux autres articulations qui sont plus des plans de glissement, si vous voulez, pour faciliter le mouvement des structures entre elles. Donc on va avoir un plan de glissement, hop, au niveau entre l'omoplate et le grille thoracique. Donc l'omoplate, c'est la plaque osseuse qui est derrière. Et en fait, quand on va bouger l'épaule, l'omoplate bouge avec. Et elle bouge sur le grille thoracique, donc sur le thorax. Et donc là, on va avoir des plans de glissement. Donc c'est la quatrième articulation. Et la dernière articulation, ça va être entre le muscle qui fait le galbe de l'épaule. Donc on en a parlé, c'est le deltoïde. Et en fait, il va glisser le deltoïde, enfin plutôt l'humérus va glisser, il va y avoir un glissement entre le deltoïde et l'humérus. Donc ça, c'est des notions un peu techniques. Voilà. Vous n'êtes pas obligé vraiment de le retenir, mais le message, c'est vraiment que c'est un complexe articulaire qui fonctionne ensemble. Donc, on en a parlé aussi. L'articulation de l'épaule, c'est une articulation qui tient vraiment sur une pièce de monnaie. Vous voyez, ici, là, on a l'articulation entre le bras et l'omoplate. Et en fait, c'est une articulation qui est très instable. Physiologiquement, c'est une articulation qui est très peu stable. Et en fait, ça va impliquer pas mal de notions, notamment dans la pratique du canoë-kayak et dans les facteurs de risque. Là, j'ai fait juste une rapide comparaison. Vous voyez ici, ça c'est la hanche, et donc ça c'est l'articulation entre l'omoplate et l'humérus. Et en fait, on va voir que on a une articulation au niveau de l'épaule qui est beaucoup moins emboîtée. Voilà. La hanche, elle est très emboîtée, elle se luxe presque jamais. Voilà, on a un emboîtement qui est vraiment très important. Alors qu'au niveau de l'épaule, on va avoir un emboîtement beaucoup plus faible. Donc ça va impliquer une instabilité. Voilà. Et comment le corps a résolu cette instabilité physiologique? Avec des muscles. Voilà. Et donc, on peut parler presque d'articulation musculaire, c'est presque un muscle en fait, l'épaule. On peut la voir presque comme un ensemble de muscles qui fonctionnent les uns avec les autres pour faire le mouvement. Et donc, on comprend dès lors que dès qu'il y a un problème, soit d'un muscle, soit d'une des trois articulations dont on a parlé, et ben, ça va être le bazar au niveau de cette articulation. C'est tout qui tient tout, en fait. Pardon? C'est tout qui tient. C'est ça. Alors, donc là, je vais vous présenter donc, les muscles de l'épaule. Donc, comme j'ai dit, l'épaule, c'est un complexe articulaire avec plusieurs articulations, mais c'est aussi un complexe musculaire. Donc, on voit qu'il y a vraiment un nombre très important de muscles qui se mettent en place. Voilà, et que donc, la stabilité de l'épaule est due à ces muscles, à différents types de muscles. Voilà, on décrit souvent 19 muscles pour fonctionner. J'ai entendu 21 la dernière fois, mais bon, globalement, c'est à peu près la même ordre de grandeur. Il y a vraiment un grand nombre de muscles. Ensuite, il faut savoir qu'il y a deux types de muscles au niveau de l'épaule. Il y a les gros muscles, les muscles superficiels, et il y a les muscles profonds. Voilà. Donc, je ne vais pas nommer tous les muscles, etc. Mais ce qu'il va falloir retenir, c'est que les muscles profonds, qu'on appelle la coiffe des rotateurs, c'est les muscles qui sont plus proches de l'articulation, et ce sont eux qui vont permettre donc cette stabilité musculaire qui nous fait défaut parce qu'on n'a pas de stabilité passive. Voilà. Donc là, on voit les muscles superficiels, donc le grand dorsal, le deltoïde, et là, ça va être la coiffe des rotateurs, donc vraiment qui forme un manchon qui va englober finalement la tête de l'humérus.
Donc, ça, c'est les muscles superficiels. Donc, on les connaît bien en général. On a le deltoïde. Ça, vous connaissez? C'est quel muscle? C'est celui qui est très développé chez les kayakistes. Ça fait un peu des. Le grand rond et le grand dorsal, ils marchent ensemble. Et ici, on a le grand pectoral qui nous permet tous les mouvements de fermeture et de rotation interne. Donc voilà, ça c'est le deltoïde, donc qui forme le galbe de l'épaule. Et un muscle dont on parle souvent, mais qu'on oublie souvent aussi, c'est le trapèze. En fait, le trapèze, il n'est pas juste ici, là. Souvent, on a dit qu'on a mal au trapèze. En fait, le trapèze, c'est un losange et il descend presque en bas du dos, en fait. Et donc, lui, il va avoir, par sa topographie, un rôle très important pour en fait faire la stabilisation de l'épaule. On a dit que l'épaule, c'était un complexe qui fonctionnait en synergie en fonction des muscles. Mais du coup, si c'est un complexe, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait des endroits qui soient fixes. Voilà, si on n'a aucun point fixe pour bouger son épaule, eh ben, on va avoir des problèmes à la bouger. Et en fait, le trapèze, il va principalement avoir ce rôle-là, un rôle de stabilisateur, un rôle de gainage, souvent on dit. D'accord. Et donc, ça va être important pour stabiliser l'épaule. Hop. Les deuxièmes types de muscles, donc, c'est la coiffe des rotateurs, on en a parlé. C'est les muscles qui sont vraiment au plus proche de l'épaule. Là, j'ai un petit schéma, et là, on comprend bien sur ce schéma-là qu'il a une vocation à impacter finalement la tête de l'humérus sur l'omoplate. Si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas, ou des choses qui ne sont pas compréhensibles. Alors, ensuite, donc on a décrit un peu tout le mouvement, toute l'anatomie de l'épaule, et on peut s'intéresser au mouvement de l'épaule. Alors, globalement, les muscles vont avoir différentes actions lors du mouvement de l'épaule. On a dit que les muscles profonds étaient plutôt stabilisateurs et que les muscles superficiels étaient plutôt ceux qui réalisaient le mouvement. Donc, on l'a dit tout à l'heure, par exemple, les gens qui vont avoir des lésions de la coiffe des rotateurs, donc des muscles profonds, ils vont avoir du mal, par exemple, à initier le mouvement. Et après, une fois qu'ils sont en l'air, et bah, hop, ils font le mouvement bien, ils arrivent bien à le faire. Et bah, ça, c'est en fait, on va avoir une lésion de la coiffe des rotateurs, donc une lésion des muscles profonds, dont on va avoir du mal à faire les mouvements de stabilisation, les petits mouvements, alors que les gros mouvements, ils vont être réalisés facilement parce qu'on a toujours les muscles qu'on appelle effecteurs, les gros muscles qui réalisent le mouvement. Donc par exemple, si on fait un focus un peu sur juste l'élévation latérale du bras, c'est un mouvement qu'on fait tous les jours et qu'on va retrouver beaucoup dans les mouvements de kayak, bah, on peut regarder, hop, si la vidéo marche, comment fonctionne ce mouvement. Donc on a les muscles effecteurs en rouge, donc ceux qui réalisent les mouvements, les muscles ajusteurs en vert, donc souvent c'est les muscles profonds, et on a les muscles fixateurs, comme le trapèze dont on a parlé ici, qui permet de fixer finalement l'épaule. Donc ça, c'est la coiffe des rotateurs en vert. Et en fait, là, on va regarder juste le mouvement d'élévation latérale. Au départ, on a, donc ça c'est le, voilà, bon, je ne vais pas tout détailler non plus, juste on peut regarder un peu. Donc là, c'est juste, la vidéo rappelle tous les muscles qui participent à l'élévation du bras. Les muscles en rouge sont les gros muscles en général qui réalisent le mouvement. Ça, c'est c'est l'ensemble des muscles. À l'intérieur, la coiffe des rotateurs, les muscles profonds. S'il y a une chose qu'on doit retenir, c'est vraiment ça. C'est des muscles très importants pour l'épaule. Voilà. Et lors de l'élévation du bras, on a une stabilisation via le trapèze. Donc le losange, là, on a la partie inférieure du losange qui stabilise. On a le gros muscle deltoïde, donc il n'est pas très gros ici, mais c'est un muscle très puissant, qui va lui réaliser le mouvement. Toujours une stabilisation du trapèze. Et effecteur. Donc, par exemple, le trapèze,
peu des facteurs qui expliquent les douleurs du trapèze. Voilà. Alors, maintenant, on peut s'intéresser au mouvement. On a un mouvement, en fait, de rétropulsion de l'épaule. En fait, il y a l'épaule qui fait une extension, ça s'appelle. Donc, c'est juste, on a l'épaule qui part en arrière du plan de la face. Donc, on a vraiment le recul du bras. Et on a un deuxième mouvement associé qui est le mouvement de rotation interne. D'accord? Quand on pagaie, on recule le bras et on a un mouvement hop, de rotation interne. Ça, c'est juste dans la phase de traction. Hop. Et donc, on peut regarder hop, comment fonctionnent ces mouvements. Tac, tac, tac. Voilà, donc ça, c'est le mouvement d'extension. Alors, on peut regarder rapidement quels sont les muscles mis en jeu hop, dans le mouvement d'extension. Donc, on retrouve nos muscles. On va essayer d'aller directement au mouvement. Voilà. Non. Bon, on va essayer. On a toujours le même principe. Donc là, vous allez commencer à le comprendre. On a les muscles qui font le mouvement et les muscles qui stabilisent le mouvement. Donc ça, c'est le grand rond qu'on vient de voir. Ça, c'est le rhomboïde. Et ça va être d'autres muscles de l'omoplate. Ça, c'est une partie du grand pectoral qui est devant. Donc tous les muscles qui sont stabilisateurs, ils vont se situer plus au niveau de l'omoplate. Donc on va le voir à la fin. Mais quand on veut travailler la stabilisation de l'épaule, on commence par travailler donc, les muscles qui stabilisent l'omoplate. Et ensuite, on vient travailler aussi donc, cette coiffe de rotateur qui est à l'intérieur de l'épaule. Donc le mouvement d'élévation postérieure, on a un recrutement du grand dorsal, donc qui est le gros muscle sur le côté du bras. On a un recrutement des muscles qui sont derrière l'épaule. En fait, tout le plan postérieur va travailler lorsqu'on rame parce qu'on va amener le bras vers l'arrière. Et en fait, contrairement à ce qu'on croit, c'est pas parce qu'on fait un mouvement vers l'arrière que les muscles qui sont devant ne travaillent pas. En fait, le pectoral, il va travailler aussi quand on fait le mouvement vers l'arrière, mais avec une vocation stabilisatrice. Donc, quand on est en musculation, on ne va pas venir travailler que les muscles de traction chez les gens qui veulent performer. On va aussi travailler en fait le plan antérieur, donc tout ce qui est pectoral, etc., pour avoir une notion de stabilisation. Voilà, c'est principalement ce que je voulais dire avec ces diapos-là. Hop. Donc la rotation interne, même principe, on ne va pas refaire la vidéo, mais il va y avoir des muscles qui font le mouvement et des muscles qui stabilisent le mouvement. Hop. Alors, épidémiologie des blessures en piano et kayak. Donc ça, on en a déjà parlé. On va séparer les blessures dans le kayak en deux catégories. En fait, on a les blessures traumatiques et les blessures de surutilisation ou les blessures dites non traumatiques. Les blessures traumatiques, c'est les blessures liées donc, à un accident qu'on peut dater dans le temps. Et souvent, on a une notion de mécanisme lésionnel. On peut décrire « Ah, je me suis fait mal en faisant tel geste ». On va voir que le geste, il est souvent rapporté soit au mouvement d'appui, soit au mouvement d'esquimotage dont on parlait tout à l'heure. Et c'est un mouvement, ça c'est très important, qui entraîne une contrainte sur l'articulation qui dépasse le seuil de tolérance du corps. Ça, c'est important à retenir. En fait, j'y reviendrai plus tard. Et les blessures de surutilisation, c'est les blessures causées par une répétition d'un mouvement qui va entraîner des micro-traumatismes ou des accumulations d'énergie. Et au bout qui provoquent pas de lésion en tant que telle. On va pas vous dire en faisant ce mouvement j'ai eu mal. Par contre, on répète beaucoup un mouvement et au bout d'un ça peut provoquer des blessures de surutilisation
en fonction de certains facteurs de parler. Donc, le seul qui arrivait lors des blessures traumatiques. Mais voilà. Donc, ça intervient souvent, donc c'est décrit comme intervenant lors des chutes, des contacts ou des mouvements violents. Donc, en kayak, c'est surtout des mouvements violents, mais on peut avoir aussi certaines chutes. Et dans les sports, on a quand même un sport de contact comme le polo. Le mécanisme lésionnel, ça va être, on a déjà parlé, c'est le mouvement un peu d'armée du bras. Donc, on a à la fois le mouvement d'élévation qui va mettre en contrainte les structures et un mouvement d'ouverture, si on peut dire, du bras. Donc, en fait, ce mouvement d'ouverture d'armée du bras, il va être très contraignant pour l'épaule. On a surtout, ça c'est pas que dans le kayak, hein, c'est dans la population générale, on a principalement des luxations antérieures. On voit qu'il y a une déflation et on voit la tête humérale qui descend vers l'avant. Il peut y avoir, c'est possible, des luxations postérieures. Voilà, dans le kayak, je pense que c'est anecdotique. On ne va pas en parler, mais voilà, donc c'est le mécanisme de la luxation. Ensuite, la tendinopathie. Donc, on a déjà parlé un tout petit peu. Non, c'est parce que j'ai appris. Donc, on a dit que la tendinopathie, c'était une blessure non traumatique, donc une blessure de surutilisation. C'est une blessure sans rupture du tendon, voilà, provoquée par une surcharge mécanique. Donc, par exemple, une période de surentraînement, d'entraînement intensif. Et si on n'est pas dans les bonnes conditions, on peut développer des symptômes comme ça. L'apparition, donc, elle n'est pas brusque, c'est une apparition graduelle. Donc, on ne va pas pouvoir dater le jour de l'apparition de la tendinopathie. Par contre, on va dire, ouais, depuis 2 semaines, ça me lance, je commence à avoir des douleurs. Voilà, donc, c'est une augmentation graduelle. Donc, il y a une notion très importante d'augmentation de charge d'entraînement. Augmentation du charge d'entraînement ou rupture avec l'état antérieur. Donc, par exemple, si on était en vacances et qu'on reprend le kayak, donc vacances 2 mois, l'été, voilà, je recommence l'entraînement, et en fait, ça va agir comme si on était en phase d'entraînement intensif, parce qu'en fait, on s'est déconditionné pendant les vacances. Donc ça, c'est on n'y pense pas forcément, mais beaucoup de tendinopathies peuvent arriver après des périodes de repos ou même des périodes de maladie où on s'est arrêté pendant un moment et on reprend. Et donc là, va falloir être vigilant. Et ensuite, les tendons, voilà, vont réagir à différents paramètres que sont la vitesse et la charge. Donc ça, c'est assez instinctif, mais plus on va aller vite dans le mouvement, plus ça va faire mal. Plus on va mettre des charges importantes, plus ça va faire mal. Donc quand on a des processus un peu de tendinopathie, va falloir venir jouer sur ces critères-là. Voilà. Donc, je vais décrire juste les images. Donc ça, on est d'accord, le tendon, c'est ce qui rattache le muscle à l'os. Voilà. Donc en fait, le tendon, c'est la fin du muscle, si vous voulez. Souvent, on confond un peu ligament, tendon. Ligament, on pense lier, ça lie les os entre eux, c'est passif. Ça nous intéresse un peu moins. Par contre, les tendons, ça nous intéresse beaucoup. Et c'est vraiment le prolongement du muscle. Voilà. Sur les tendinites, est-ce que ça peut être aussi lié au matériel qu'on utilise? Oui, totalement. En fait, dans les tendinopathies, on a une notion d'augmentation de la charge mécanique. Quand je parle de charge, je ne sais pas si on comprend très bien, mais une charge, c'est un stress, c'est l'énergie sur la structure. Et en fait, tout ce qui augmente l'énergie sur une structure peut provoquer des mécanismes tels que ça. Et donc, en fait, si on va avoir un changement matériel, un matériel non adapté, par exemple, on peut avoir des positions vicieuses un peu qui vont entraîner une augmentation de la charge sur l'épaule, par exemple. Par exemple, j'oublie la pagaie, je prends la pagaie du copain pendant tout le stage. Moi, je pagaie en balle S, c'était une balle M. Manque de bol, à la fin du stage, j'ai une tendinopathie. On va comprendre. La plante, on ne sait pas trop ce qu'elle fait là. En fait, c'est que la tendinopathie, on pense tendon, on pense charge mécanique, voilà. Mais en fait, avant tout, c'est une pathologie qui est assez plurifactorielle, multifactorielle. Et en fait, ce qui va provoquer ce type de pathologie, c'est vraiment l'environnement, les conditions de vie, etc. Donc, par exemple, je suis fatigué, je suis en période de maladie, je suis en période de stress au travail, etc. Et ça va avoir des impacts très importants pour ce type de pathologie. Et en fait, on a beau réduire la vitesse, réduire la charge d'entraînement, etc., bien veiller à reprendre progressivement. En fait, le plus important, ça va être le terreau
de la plante. En fait, ça va être qu'est-ce qui le fait grandir? Est-ce que je suis en bonne condition physique? Est-ce que je suis en bonne santé? Qui implique voilà, une santé physique, mentale, etc. En fait, ça va être ça le plus important dans la prise en charge de ces douleurs. Surtout que c'est des douleurs qui apparaissent progressivement, qui sont un peu insidieuses, et donc qui sont parfois difficiles à gérer, difficiles à accepter. Et en fait, en tant que enfin, quand on a ces connaissances dans un club de kayak, c'est important, parce qu'on va pouvoir aller en fait vers les gens, soit en tant qu'entraîneur ou même en tant qu'adhérent, parler avec les gens et leur expliquer ça, qui est en fait assez simple. Mais voilà. C'est ça, véhiculer le message. Alors, quelles sont les blessures les plus fréquentes en kayak? Donc, il y a eu plusieurs études qui ont été faites sur le sujet. J'en ai fait une voilà, de 2018 qui était assez simple à comprendre, qui n'est pas forcément celle qui était de la meilleure qualité, mais voilà, c'est globalement la même chose dans la population générale, je pense. Donc on a à peu près une répartition quasiment moitié-moitié des blessures traumatiques et des blessures non traumatiques. Donc on en a déjà parlé, donc les blessures traumatiques, c'est les luxations, les subluxations, lésions articulaires. On a parlé de la lésion tout à l'heure. Donc c'est en fait l'ensemble des événements traumatiques qui entraînent une contrainte trop importante, un événement donné. Donc 50% des blessures traumatiques dans cette étude étaient liées à un retournement, donc esquimotage, c'est ça. Et ou alors, si ce n'était pas lié à un retournement, c'était lié à un mécanisme en appui latéral que j'ai décrit précédemment. Les blessures non traumatiques, donc il y avait 50% de tendinopathie, voilà, et on avait aussi beaucoup, dans les blessures non traumatiques, la sensation d'instabilité de l'épaule. Donc, ça décrit bien ce que c'est une sensation vraiment que l'épaule va se dérober, etc. Oh, j'ai l'impression que je vais me luxer l'épaule. On peut le dire parfois dans le langage courant, on va pas se mentir, mais par contre, c'est important, c'est assez intéressant parce que des symptômes d'instabilité tels que cela peuvent en fait entraîner lors du mouvement. Voilà, on a parlé de synergie du mouvement, synergie des muscles, etc. Si on a une instabilité de l'épaule, c'est que potentiellement les muscles qui stabilisent l'épaule ne fonctionnent pas de manière optimale. Si les muscles ne fonctionnent pas de manière optimale, on va avoir un déplacement de l'articulation par rapport à l'omoplate. Donc, au lieu d'être bien centré, elle va être peut-être un peu excentrée vers l'avant, vers l'arrière, etc. Et dans ce cas-là, on va avoir tout le mécanisme qui, en fait, va devoir se réorganiser autour de. Et ça peut entrer, toujours la même chose, par exemple, sur les muscles devant. Si mon épaule part en avant, les muscles devant vont être beaucoup plus sollicités. On augmente la charge sur ces structures-là et on rentre dans le mécanisme dont on a parlé tout à l'heure, le mécanisme de surcharge et ensuite peut-être de tendinopathie et de douleur. Alors, comment prévenir? Qu'est-ce qu'on fait? Que dire? Alors déjà, on en parle. Ça, c'est le mouvement le plus à risque de luxation, donc l'appui latéral avec l'armée du bras. Donc là, on a un mouvement d'appel, mais c'est un mouvement qui, en fait, on a le même schéma d'ouverture et d'élévation de l'épaule. Donc là, je ne sais pas si vous voyez très bien, mais on a ce dont on parlait, une mise en contrainte des structures. Donc là, on a l'omoplate, l'épaule qui est totalement en élévation, qui a toutes les structures articulaires qui vont être mises en tension. Voilà, donc on en a parlé, et c'est une position très contraignante pour l'épaule, mais ça permet d'éviter de se retourner. Donc, on l'utilise quand même. C'est intéressant quand même. Alors, mince. Comment on fait pour passer? Voilà. Donc ça, c'est un mouvement très contraignant. Et on en a parlé au tout début, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais qui dit contraignant dit aussi, enfin, c'est un mouvement spécifique. C'est un mouvement qui est très spécifique au d'autres sports. Voilà. Donc c'est un mouvement contraignant, mais c'est un mouvement spécifique. Un mouvement spécifique qui permet, vraiment, enfin, pour ceux qui savent esquimoter et qui l'ont appris, ça débloque vraiment des choses dans la pratique. C'est assez sympa et ça nous permet vraiment de progresser. Voilà. Donc c'est un mouvement spécifique, mais contraignant. Et qu'est-ce qu'on a dit sur les mouvements spécifiques mais contraignants? Je ne sais pas si vous avez des idées. Plus c'est spécifique, plus ça va faire mal, plus ça va être contraignant. Et si on veut, du coup,
réaliser ces mouvements-là, il faut avoir une préparation en amont, une c'est pas le mouvement qui est mauvais. Le mouvement est juste contraignant. Le mouvement, c'est juste je fais du kayak. Il ne faut pas arrêter de faire du kayak. C'est pas ce que j'ai dit. Ce qu'il fallait dire, ce qu'il faut, c'est se préparer au mouvement spécifique. À ce sujet-là, hop, on va prendre les deux magnifiques photos. Voilà. Et je vais vous poser une question. Quel est le mouvement, ici, dans ces deux positions, le plus contraignant pour l'épaule? Gauche ou droite? Est-ce que c'est cette photo-là qui est la plus contraignante pour l'épaule? Ou est-ce que c'est cette photo-là? C'est contraignant pour l'épaule? Voilà. En fait, la différence entre les deux positions, c'est que dans la première, on a une main supérieure qui reste devant la tête, en fait, presque devant les yeux. D'accord? Malgré une élévation du bras, on a en fait un peu moins d'ouverture. Alors qu'ici, vraiment, on a une ouverture maximale. La main est carrément derrière. Il n'y a pas les derrière. Donc, en fait, pour réduire. Donc là, c'est le mouvement de l'appel, par exemple. Pour réduire les contraintes sur l'épaule, par exemple, moi, je pourrais vous demander, vous préconiser. Alors, quand vous faites ce mouvement, il faut garder la main devant les yeux, d'accord? Et pour éviter d'ajouter une rotation externe du bras maximale. Et avec ça, vous aurez moins de contraintes, donc potentiellement moins de lésions. Bon, après, à mettre en place, ce n'est pas forcément simple, mais je peux vous proposer ça. D'accord? Mais est-ce que c'est vraiment l'enjeu? Voilà. Faut-il recommander un mouvement plutôt qu'un autre? Est-ce que vous recommanderiez un mouvement plutôt qu'un autre? Et l'autre question qui est intéressante, c'est celui de droite va en fait donner un meilleur bras de levier. Donc un meilleur bras de levier, potentiellement plus de puissance à développer, peut-être une rotation plus importante. Bon là, c'est vraiment c'est imagé, puisqu'on ne sait pas où elles étaient, c'était pas dans le même stock, etc. C'est vraiment, mais ça me sert beaucoup, parce que ça me permet de vous expliquer le principe. Donc, je viens de parler tout à l'heure. En fait, il y a un mouvement qui va être potentiellement plus efficace, un mouvement moins efficace. En fait, il n'est pas mauvais, ni celui-là d'ailleurs, il n'est pas mieux. C'est juste que ce mouvement va être plus spécifique. Ils vont me demander plus de préparation en amont. Donc, j'ai un jeune, je ne vais pas lui empêcher de faire ça. Par contre, je vais lui faire évoluer progressivement dans la pratique du canoë-kayak, peut-être le faire passer par cette phase-là, avant d'atteindre cette phase-là, qui va être plus efficace, mais plus contraignante. Voilà. Et après, c'est intéressant de faire plus efficace, mais plus contraignante. C'est intéressant de faire des liens entre les sujets aussi. Qu'est-ce que je vais dire? Oui, du coup, si un mouvement spécifique, on l'a acquis, ça ne veut pas dire qu'on l'a acquis pour toujours. Du coup, si on a une période de repos, dont on a déjà parlé, et qu'on revient sur un mouvement spécifique qu'on a acquis, et bah, on se dit, ah bah moi je sais faire le mouvement spécifique, j'ai fait tout l'entraînement qu'il y avait avant. Par contre, ça fait 3 semaines que j'ai pas ramé et que j'ai bu des coups avec mes potes, et malheureusement, ça peut provoquer des douleurs, voire des lésions. Donc c'est toujours un peu ce continuum-là. En tant que sportif, on le gère très très mal. Donc c'est un peu en même temps à nous, en même temps l'encadrement. Essayer de gérer ça, c'est vraiment pas facile. Mais en tout cas, c'est assez important. Ok. Alors ensuite, comment prévenir les tendinopathies? Donc ça, on l'a déjà un peu abordé. Alors, la tendinopathie, c'est un excès de contrainte sur un tendon. C'est lié à plusieurs, on en a parlé, c'est plurifactoriel. C'est lié aux conditions environnementales. Ça va être lié aux asymétries musculaires dont on a parlé un peu déjà au niveau de l'épaule. Et ça va être lié aussi à la notion de stress mécanique, à la notion de charge dont on a parlé pas mal. Voilà. Ici, juste, on va faire donc les conditions environnementales, on a déjà parlé, c'est le terreau. L'asymétrie des chaînes, l'asymétrie ou la notion de chaîne cinétique. Donc ça, on en a parlé. L'épaule, c'est un complexe musculaire qui demande, quand on fait un mouvement, ça recrute plus de 20 muscles. Voilà. Donc, si je fais un mouvement global, donc par exemple le coup de pagaie, ça ne va pas impliquer que les muscles de l'épaule. Voilà, ça va aussi, on l'a dit, impliquer les muscles du tronc, impliquer la rotation du tronc, donc tous les muscles qui entraînent la rotation du tronc, ça va impliquer le gainage des jambes. Et donc, par exemple, avec un mouvement global, donc de coup de pagaie, je vais avoir un recrutement de plein de muscles qui vont faire une chaîne
musculaire, vous imaginez une chaîne avec plein de petits maillons, et chaque maillon de la chaîne, bah, c'est un muscle qui fonctionne. Et on imagine bien que s'il y a un muscle de cette chaîne qui est déficitaire, la chaîne casse, et en fait, on a un mouvement qui est asymétrique, avec une dysynergie musculaire. D'accord? Donc, cette asymétrie au niveau des chaînes cinétiques, ça peut entraîner donc des déséquilibres, ça va entraîner une diminution de la performance. Quand je regarde quelqu'un qui pagaie, si je veux améliorer son geste, je vais lui dire, ah bah, tu tournes moins à droite qu'à gauche. Faut que tu tournes autant à droite qu'à gauche, parce que sinon, c'est-à-dire que tu as moins d'amplitude, etc. Tu vas moins vite. C'est vrai, mais c'est aussi vrai sur les contraintes exercées sur l'épaule. Si j'ai une belle rotation à gauche, mais qu'à droite, je fonctionne juste avec le bras, ça veut dire qu'à gauche, j'utilise ma chaîne cinétique avec la rotation du tronc, les 20 muscles de l'épaule, et qu'à droite, j'utilise que les 20 muscles d'épaule. Et donc, en gros, les 20 muscles de l'épaule vont avoir beaucoup plus de contraintes à assumer que à gauche, le mouvement à gauche. Donc, ça veut dire que je vais avoir un mouvement moins efficace et qui entraîne beaucoup plus de contraintes sur mon épaule droite, par exemple. Et donc, on en a parlé, augmentation des contraintes, c'est toujours la même chose, ça peut entraîner des pathologies sur utilisation. Voilà. Alors, dans l'étude, là, à la fin, ils proposaient des techniques un peu d'éducation, de formation pour pour promouvoir ces idées de chaîne cinétique et d'équilibre entre les fonctionnements musculaires. En anglais, ils parlaient du body boat blade. C'est un terme c'est un terme anglais, mais du coup, on le fait assez instinctivement quand on apprend aux enfants à ramer. On leur dit le bateau, c'est très important. Enfin, non, le corps, c'est très important. Ensuite, le bateau, c'est très important. Et le moins important, quand on pagaie, c'est la pagaie, en fait. Donc ça, c'est assez vulgarisé, mais c'est la notion vraiment de gainage. Donc quand je suis dans mon bateau, la première chose à vraiment avoir conscience, c'est comment bouge mon corps. Est-ce que j'ai un gainage suffisant? Voilà. La deuxième chose, c'est est-ce que je suis calé dans mon bateau? Est-ce que j'arrive à transmettre mon mouvement au bateau? Et ensuite, j'ai ma pagaie qui entre en jeu. Et la pagaie, en fait, ça va être un point fixe juste qui va permettre, hop, je mets un point fixe. Et donc là, mon corps et mon bateau, hop, je fais avancer par rapport au point fixe. Je remets un point fixe et je fais avancer. Donc quand on pagaie, c'est pas de la pagaie qui bouge, c'est nous qui bougeons par rapport à la pagaie. Ça, on en entend souvent parler. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, et ça permet donc d'avoir une conscience de ces chaînes musculaires. Voilà. Est-ce que vous avez qu'est-ce que vous pouvez proposer par exemple à quelqu'un qui n'a pas assez de rotation de tronc à droite? J'ai un enfant, il me dit il a une compétition la semaine prochaine et je regarde il pagaie de manière très asymétrique. Qu'est-ce que je peux lui proposer pour avoir plus de rotation de tronc, par exemple? Attendu ou pas réfléchi. Pagaie, bah attendu, bah réfléchi. Ça, c'est en fait, c'est une notion, ça donne une information externe. Le petit, lui, il va pas réfléchir. Il faut que je me concentre sur mon corps pour comprendre mon gainage. Ça va être très compliqué pour lui. Par contre, si on lui dit tends les bras, lui, il va être obligé de faire de la rotation. OK? Donc ça, c'est une notion importante. C'est intéressant de s'intéresser aux techniques, penser à mon corps, penser à mon bateau, penser à ma pagaie. Ça marche sur des gens qui aiment réfléchir, qui aiment comprendre les choses. Sur des enfants, on va privilégier finalement des focus externes. C'est un mot un peu barbare pour dire, au lieu de privilégier la stabilité, par exemple, attention à tes genoux, pense à ton bassin quand tu rames, par exemple, on va lui mettre une balle sur la jupe et on va lui dire, ne fais pas tomber la balle. Et lui, il va penser, je ne fais pas tomber la balle, et il va travailler son bassin et sa stabilisation du bassin. Pareil, il n'a pas assez de rotation. Si je lui dis à l'enfant, bah, pense à ta rotation, tu es asymétrique quand tu pagaies, il va dire oui, 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 et il va partir, et il va jamais faire le problème. Il va toujours avoir le même principe. Alors que si tu lui dis, bah, à chaque début d'entraînement, tu me fais 1 minute, je serai là parce que c'est au début de l'entraînement, 1 minute bras tendu, et bah là, il va travailler sa rotation externe, et inconsciemment, il va la mettre en place. Ce que dit Jean, c'est hyper intéressant parce que très souvent, on peut faire des retours sur une communication dite visuelle. Et ceci, regarde cela, alors que finalement, fondamentalement, la logique interne de notre sport, c'est très kinesthésique, c'est sensoriel. Donc, ce que dit Jean, moi, ça me percute en tout cas, c'est que amener les personnes qui pratiquent à ressentir les choses et du coup à comprendre comment son corps fonctionne dans l'espace et du coup dans notre bateau et avec notre baguette, mais c'est pas facile parce que c'est vrai que on a une grosse éducation à transmettre au niveau visuel, mais ça on en reparlera un peu sur la partie handi aussi, alors que on fait un sport de sensation.
Et petit à petit, amener les gens à comprendre ce qui se passe dans les pieds, dans les fesses, dans le dos, voilà, dans les mains, c'est hyper intéressant. Ouais, voilà, exactement. Un petit kinesthésique sensoriel est hyper très chez nous. Ouais, c'est intéressant. Et si on peut creuser encore un tout petit peu plus, ce qui est intéressant, c'est que je vais donner des conseils. Si je vois quelqu'un qui rame mal, je vais avoir tendance à lui dire ah, tout d'un coup, je le vois passer, je lui dis tu rames mal, ou alors je vais lui donner des conseils sur le moment, sur le tas. Ça s'appelait. Enfin, souvent, quand on a une connaissance et qu'on voit quelqu'un en face de nous qui n'a pas la connaissance, on a envie de lui dire c'est pas bien ce que tu fais. Donc, quelqu'un fume, hop, mais pourquoi tu fumes? C'est pas bien, faut que tu arrêtes. D'accord. Ça, c'est ce qu'on appelle un réflexe correcteur en communication. C'est j'ai la connaissance, je te corrige parce que tu as faux. C'est vrai, la personne qui rame, elle n'est pas symétrique, elle a faux dans son mouvement. Sauf que il n'y a rien de plus énervant que recevoir un conseil alors qu'on n'en a pas envie. Du coup, pour ruser, il faut essayer de prendre l'information si vous voulez intervenir au lieu d'être là en mode ah, faut que tu penses à ton dos, et bah peut-être attendre la fin de la séance, lui en parler, ou même si on a le temps sur l'eau pendant une récup, lui dire bah j'ai regardé comment tu pagayais, enfin c'est un peu bateau, mais est-ce que tu veux que je te dise ce que j'en pense? Oui, ok, bah tu vas lui expliquer. Est-ce que tu veux des conseils? Oui, il faut lui faire rentrer faut lui faire s'investir dans la. Voilà. Sinon, ça va pas marcher. On peut te donner tous les conseils qu'on veut, ça va être compliqué. Donc ça, c'est plutôt pour les adultes en général, puisque du coup, il y a le focus externe pour les enfants et la communication. Alors, donc on a parlé de ce qui était la question de la charge. La charge d'entraînement, c'est global. La charge exercée sur les tissus, comment une asymétrie, une dysynergie des muscles pouvait entraîner une augmentation de charge sur une structure plutôt qu'une autre. Et en fait, ça, c'est une notion qu'on utilise beaucoup en kiné. C'est la quantification du stress mécanique. Donc, c'est un mot barbare pour dire qu'il faut faire attention à l'intensité des séances et au repos. Voilà, c'est assez simple en fait. Donc là, on a un schéma avec des couleurs, c'est génial. On a la ligne rouge. Ça, c'est notre capacité maximale, notre seuil de tolérance du corps. Si on dépasse ce seuil de tolérance, on se blesse. D'accord? Donc, par exemple, ça va être sur un sprint, sur 200 mètres, je sais que je peux faire 10 secondes, enfin, je peux faire 1 minute 10, par exemple. Et si je vais au-delà, si j'essaie d'aller au-delà, bah, je vais entraîner des contraintes, des charges plus importantes, et ça peut provoquer une douleur. Voilà. La ligne verte, c'est le stress minimum permettant l'adaptation des tissus. Comment expliquer ça? Un muscle, quand on le contracte, quand on va lui mettre une charge dessus, on va lui mettre des stress. Donc, par exemple, j'utilise j'utilise une haltère pour travailler mon biceps, d'accord? Ça va recruter les fibres de mon muscle, ça va mettre de la charge dessus, ça va entraîner des micro-lésions, d'accord? Et grâce à cette charge que je mets sur mon muscle, le muscle, après, à distance de la séance, il va s'adapter. Il va s'adapter, il va progresser. Donc si, voilà, 3 fois par semaine, je fais 5 la ligne rouge, c'est sûr, d'accord? Enfin, c'est oui. Et la ligne verte, c'est le stress minimum permettant de créer l'adaptation. Si je suis en dessous de cette ligne verte, je vais être en déconditionnement, en désadaptation. Donc, si je suis en dessous de cette ligne verte, par exemple, si je parle avec mes copains pendant toute la séance parce que j'ai pas envie de la faire, et ben en fait, au lieu de progresser, j'ai juste des simulations, des séances très intenses, et ben en fait, je vais pas avoir le temps de
récupérer. Là, on voit qu'à chaque fois que je fais une séance, hop, je fais un progresser. Et petit à petit, je vais déjà augmenter ma capacité maximale d'adaptation et ma capacité de charge. Et la capacité maximale d'adaptation, c'est la spécificité, c'est la performance. Donc, si je veux faire augmenter ma performance, je dois respecter un peu ce mécanisme-là. Est-ce que je peux aussi montrer, je vois que à l'équipe de Rossi, les projets aussi les forêts intenses, il faut donner. Alors, il y a deux choses. Plus les si il y a 2 séances de kayak par semaine. 2 séances de kayak de 30 minutes. Un jour, je fais 1 heure. Voilà. Là, je vais faire plus fort. Là, je vais faire pendant ou après l'effort. On est allé un peu au-delà. Voilà. Donc, j'ai pas même. Là, c'est ici. Si je suis ici, j'ai pas le même stress qu'au début. Si j'étais à 30 minutes de séance là, par exemple, je suis à 2 heures là, bon, c'est pas comme ça que ça marche vraiment, mais imaginons que je suis à 2 heures là, ben, mon stress va être différent. Pourtant, je ne vais pas avoir une période de repos plus longue. Ok. Alors, juste pour voir. On se souvient de la plante de tout à l'heure. En fait, ces courbes, elles vont pouvoir varier sur des périodes. Par exemple, une période de stress au boulot va me faire diminuer ma capacité d'adaptation. Okay, une période, par exemple, si je fais une grosse séance, j'ai mon entraîneur, parce qu'elle est très sympa, m'a donné une énorme séance à faire pour le vendredi. Le problème, c'est que j'ai pas eu le temps de la faire avant, je la fais vendredi soir. Si je la fais vendredi soir, ça va être toute la semaine derrière moi. Imaginons j'avais des contrôles, etc. des, des échéances le vendredi, bah, je finis les adaptations peut varier. Donc, dans ce cas-là, il va falloir adapter notre séance. C'est pas parce qu'on a la séance cinématique. Mon seuil de tolérance maximale, il est abaissé. Et donc, dans ce cas-là, c'est pas une raison pour pas non plus faire la séance, parce que dans ce cas-là, je vais me déconditionner. Il faut juste que j'adapte. Je sais que ce sont là, au milieu, beaucoup moins avec clair, ça c'est un peu compliqué à voir, je pense. Ouais. Ouais, c'est très important de s'éviter. L'adaptation, elle est fondamentale de la personne. Oui, les seuils de tolérance, ils dépendent aussi de plein d'autres facteurs. Donc il y a l'âge qui entre en compte, il y a tout ce qui est maladie, pathologie, ça va entrer en compte. Il va falloir adapter les séances aux gens qui. Voilà. L'environnement, la température extérieure influence aussi. Donc s'il fait froid, je ne vais pas faire la même séance que s'il fait 15 degrés. 20 degrés. Même notre corps, il n'arrive pas à remonter en fait. Oui. C'est de l'adaptation. Tu te retrouves tout de suite, tu sens, et là c'est bon pour partir, sinon il arrive. Il y a deux éléments les plus importants, c'est l'alimentation et le sommeil. Oui, j'en ai pas parlé. Déjà, ça, c'est les deux grands critères environnementaux qui ont un impact énorme sur le corps et la capacité à poser
Voilà, voilà. Hop. Alors, on va continuer un peu sur cette lancée-là, si vous êtes encore avec moi. Donc ça, on a déjà vraiment expliqué le principal. Quand je fais une séance, ça c'est la notion de récupération. Quand je fais une séance, au fur et à mesure de la séance, je suis de plus en plus fatigué. Ma capacité, mon seuil de tolérance diminue. Donc plus j'avance dans la séance, plus je me fatigue, moins je suis performant. C'est logique. Quand j'ai fini ma séance, après la séance de 2 heures, par exemple, je vais avoir pendant un certain temps, donc par exemple 24 heures, 48 heures, je vais avoir une diminution des capacités. Donc je fais ma séance contraignante, je vais avoir une diminution des capacités associées prolongée dans le temps. Donc pendant 48 heures, 2 jours, je vais avoir des petites courbatures, des raideurs, je vais être moins performant. Voilà. Et après cette phase de récupération, hop, ça va remonter au-dessus et je vais avoir une amélioration de mes performances. Voilà. Et c'est le principe de l'entraînement. Si je remets une séance alors que j'ai été entraîné, hop, je vais redescendre parce que j'ai fait une séance, j'ai une période de récupération, donc de diminution des performances. Et avec le repos, hop, je vais remonter encore un peu plus haut. Donc ça, c'est l'entraînement. Il y a une notion d'entraînement, on peut forcer un peu cette courbe. On peut mettre plusieurs séances à la suite pour aller chercher de la fatigue. En fait, c'est assez bien fait. Faut savoir doser. Mais si je répète, par exemple, je fais ma séance, j'ai une diminution des capacités, avant d'avoir retrouvé finalement le maximum de mes capacités, par exemple, je vais refaire une séance ici, par exemple. Hop, je vais remonter et je vais refaire une séance ici. Et donc, je vais refaire une séance ici. Et en fait, mes capacités vont diminuer au cours de la semaine. Par exemple, si je fais une séance de développement musculaire ou quelque chose comme ça, donc je vais avoir une diminution des capacités. Et après cet enchaînement de grosses stimulations, je vais prendre une grosse récupération. Et dans ce cas-là, je vais avoir un rebond de mes capacités. Donc, on peut penser par exemple aux périodes de développement lors de l'entraînement des sportifs ou avant une compétition, par exemple. Pendant un stage aussi. Pendant un stage. Par exemple, avant une compétition, ce qu'on peut se dire, c'est une semaine avant, je fais une semaine à fond. C'est un peu plus. C'est à surveiller, etc. Mais je peux faire une série d'entraînements très intenses. Ensuite, je vais prendre une grosse récupération. Et en fait, à la compétition, du coup, je vais être en plein rebond. Et je suis en pic de forme, en fait. Voilà. Donc ça, c'est aux entraîneurs de gérer. C'est assez compliqué. Là, ça part dans le sport de haut niveau. Donc là, c'est ce que je vous ai expliqué. Ça, c'est la courbe d'entraînement normale. Je fais ma séance, je suis déconditionné, je récupère, je refais une deuxième séance, je remonte un peu en capacité et j'augmente ma performance petit à petit. Si je remets des stimulations alors que je n'ai pas totalement récupéré, et ben petit à petit, ma capacité va diminuer. Par exemple, ça récupération suffisante, etc. Je vais rentrer dans un déconditionnement, une diminution des performances, pas parce que je ne m'entraîne pas assez, mais juste parce que je n'ai pas assez de récupération. Et donc ça, c'est ça dont je suis en train de... Voilà, mais on peut, mais ce qui est... On parle des compétiteurs, on parle du niveau. Mais c'est intéressant, parce que pour les personnes qui vieillissent un peu, en fait, la personne, plus on vieillit, plus notre courbe descend. Donc, si on vieillit, notre capacité maximale, elle va faire ça. Okay. Toi, si tu végètes là, ça veut dire que par rapport à. En gros, tu augmentes la différence entre le seuil théorique. Voilà. Donc, ouais, c'est intéressant de dire ça, c'est pas seulement pour les sportifs de haut niveau. On peut être en surentraînement alors qu'on fait une séance par semaine et voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai encore?
Alors, donc on a parlé de quantification de stress mécanique, c'est la première chose qu'on utilise le plus en kiné. La deuxième chose qu'on utilise beaucoup, notamment dans la kiné du sport, parce que dans la kiné du sport, c'est on appelle ça le continuum contrôle chaos. Bon, c'est un peu des mots barbares pour des choses en fait assez simples. C'est la notion de progression des difficultés. Donc la progression, ça peut arriver à n'importe quel moment, hein, quand on commence le kayak, quand on veut être très performant, quand on reprend après une blessure. Ça, c'est le continuum contrôle chaos. Ça a été décrit à la base pour comment ça s'appelle, dans des sports avec beaucoup de variabilité. Donc voilà, l'aviron, on en parlait tout à l'heure. L'aviron, c'est un mouvement, on est sur un rail. Un peu de variabilité, à part si je rentre dans le vif, parce que je ne regarde pas derrière moi. Le fait est que le muscle, le mouvement, c'est toujours le même. Il y a variabilité. Sur un sport comme le rugby, par exemple, ou le keipo, en fait, on va avoir énormément de variabilité. Et en fait, le fait d'avoir des interactions externes, etc., ça va me faire des mouvements très, très contraignants sur un laps de temps très court, et ensuite un sprint, et ensuite je vais me retourner. Donc, psychologiquement, ça va me mettre à l'envers, et je me remets à l'endroit, et c'est reparti, etc. Et ça va demander beaucoup de variabilité. Et toutes ces variables, en fait, c'est des mouvements qui sont très spécifiques, qui sont très contraignants. Voilà. Et ça, on peut se préparer à la variabilité. Et la notion de comment se préparer à la variabilité, c'est ce qu'on a essayé de. Enfin, c'est pas moi qui l'ai fait, mais ce qu'ils ont essayé dans leur étude qu'ils ont nommé le continuum contrôle chaos. Voilà. Donc, on part, lorsque l'on s'entraîne, de choses très contrôlées et on va vers des choses de moins en moins contrôlées en rajoutant de la variabilité au cours du temps. Voilà, donc ce continuum décrit la transition progressive d'une situation où les variables sont facilement prises en compte. Par exemple, une séance sur le plat tout droit, à une situation complexe, une séance de slalom à verre. Voilà. Comment je peux appliquer ça chez là. Alors, on va prendre un petit cas. Michel, 18 ans, a fait une subluxation de l'épaule. Bon, c'est assez flou comme problème, lors d'un appel en slalom il y a 2 mois. On va dire qu'il a été pris en charge parce que voilà, il a été pris en charge, chirurgie ou non, je ne sais pas, il a été pris en charge en kiné, oui, non. On va imaginer que son kiné l'a pris en charge pendant 1 mois et qu'après 1 mois, il lui a dit bah, tu peux aller retourner faire du kayak. Un club. Cependant, il a un stage aux vacances prochaines à Saint-Pierre-de-Bœuf, mais il a peur quand il réalise son appel, donc il a une sensation d'instabilité, dont on parlait tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on peut lui recommander pour améliorer, pour aller à Saint-Pierre-de-Bœuf en toute tranquillité? Parce que là, c'est un peu le problème qu'on a, c'est qu'il a été pris en charge par le corps médical, et maintenant il arrive en club, et c'est un peu entre cette prise en charge et le club, on n'a vraiment rien en fait dans le kayak. Donc en fait, c'est ça. Et en fait, tout le monde peut intervenir à ce moment-là. Et surtout les cadres de club, les entraîneurs, etc. Et donc, comment je peux, de manière un peu structurée, essayer de le préparer à ce mouvement très spécifique dont il va avoir besoin lors de son stage à Saint-Pierre-de-Bœuf. Premièrement, il dit, donc le sujet là, c'est l'appel. Il a une sensation d'instabilité de l'épaule, il a l'impression que son épaule va partir lorsqu'il fait un appel. Donc la première chose que je vais faire, par exemple, c'est travailler l'appel à l'arrêt. Donc première séance, je vais lui demander de faire des appels à l'arrêt. Hop, il va faire tourner son bateau avec sa pagaie, sans vitesse, voilà, peut-être des déplacements latéraux, des choses comme ça, ou alors 1 ou 2 coups de pagaie de propulsion et un appel. La séance d'après, je vais mettre une deuxième brique au-dessus du mouvement de l'appel. Donc je vais mettre par exemple de la vitesse. Donc je vais demander de faire un appel avec une prise de vitesse préalable. Déjà, c'est un mouvement plus spécifique. Voilà, il peut se passer plus de choses. Il peut y avoir un déséquilibre, il peut terminer sur un coup de pagaie droite, gauche, il peut pas trop savoir comment se positionner. Il y a plus de variabilité. Donc, j'ai rajouté une brique de variabilité. J'ai rajouté le chaos. Donc, je lui demande de faire un appel avec de la vitesse. La séance encore d'après, j'utilise les mêmes paramètres et je rajoute encore une autre brique. J'utilise de la fatigue, ou de la répétition. Donc, je vais lui demander soit de le faire plusieurs fois. Au bout d'un moment, plus il va être fatigué, plus il va y avoir de variabilité possible. Parce que son muscle est fatigué, il va pouvoir ouvrir l'épaule un peu plus, donc, je rajoute un peu encore de chaos, ou alors je lui demande de faire l'exercice à la fin de la séance, alors que je lui avais demandé au début de la séance. C'est pas la même chose d'être capable de faire un appel après au début de la séance qu'à la fin de la séance. Et finalement,
par exemple, je peux mettre un effet de surprise. Par exemple, je lui demande, je me mets à la fin du parcours, par exemple, un parcours de slalom assez simple, et à la fin du parcours, je mets 2 portes, droite, gauche, et quand il arrive devant ces portes, je lui dis rouge, verte, et je lui dis au dernier moment. Donc ça va un peu, ça peut essayer de stimuler, de reproduire ce qu'il va retrouver en rivière. En fait, il y a beaucoup d'aléas. Oui, là, c'est à la fin d'entraînement de plus en plus maintenant, et pourtant, on reprend ensemble. Ah, ça, j'ai réussi à le faire. J'ai réussi à le faire. Ouais, c'est une petite carrière. Après, là, c'est juste qu'il faut essayer de mettre un nom pour expliquer les choses. Après, on fait instinctivement ça. C'est la notion de proximité, c'est la notion de. C'est ça. C'est ça. Alors, si on peut parler un peu de l'échauffement, en général, l'échauffement, on connaît assez bien. Voilà. C'est une partie importante de la séance. Voilà, on le répète. Je pense que tout le monde a déjà eu ce discours-là. Je ne suis pas le plus le même de le faire, mais je vais le faire aussi. Donc, il faut s'échauffer. Ça permet la transition d'activité. Hein. On n'est pas, quand on se réveille le matin, par exemple, on n'est pas dans les capacités de faire, quand on ne s'est pas échauffé. Si je pars faire mon parcours de slalom vert alors que je ne me suis pas échauffé, je vais peut-être mettre beaucoup plus de variabilité parce que je vais avoir moins de réflexes, etc. Et ça peut entraîner des blessures très bêtement parce que j'ai mis des contraintes très importantes alors que c'est juste que je n'étais pas réveillé. En fait. C'est juste. Voilà. Donc l'échauffement, c'est très important à ce niveau-là. C'est important. Donc, on parle souvent d'échauffement global. Donc, on va commencer de haut en bas, hein, souvent pour rien oublier. Donc, on fait le cou. Voilà, on va faire les épaules, les poignets. Souvent, on a les mêmes en club. Donc, ça, c'est intéressant. L'objectif de l'échauffement articulaire, c'est un peu de lubrifier tout ce qui est cartilage. Donc, je vous ai mis un schéma assez simplifié d'un cartilage. D'une articulation. L'articulation, c'est deux os qui sont retenus. Et à l'intérieur, il y a un gel, il y a un liquide synovial qui permet de fluidifier le tout. Pour simplifier les choses, on peut dire que le matin, le gel, c'est comme le poulet quand il est au frigo, il est un peu gélifié. Et quand on s'échauffe, ça redevient liquide. Voilà. Si on commence. Et fois, il fait froid aussi, ça va jouer sur les articulations. Et enfin, sur les. Donc, j'ai un gel tout solide. Bon, je ne suis pas sûr que ça soit aussi vrai dans la réalité si on regarde les viscérales, etc. Mais dans l'idée, c'est un peu ça qu'on peut penser quand on fait l'échauffement. C'est important de mettre en. Comment je fais pour mobiliser ce liquide synovial j'ai besoin de contraintes. L'articulation, c'est comme une éponge un peu. Faut que ça prenne de l'eau, faut que ça refuse de l'eau. Ouais, le cartilage. Ouais. C'est vraiment des structures qui ont besoin d'être mobilisées. Voilà. Une simple mobilisation comme ça en l'air, ça va pas forcément être suffisant pour réveiller mon articulation. Il ne faut pas hésiter à les mettre, surtout au niveau de l'épaule, des contraintes en charge. En fait. Voilà, j'ai besoin de choc, j'ai besoin d'impaction, j'ai besoin de différents niveaux. Chez des jeunes, je vais leur demander de se mettre au sol, de faire des pompes, de faire des sauts, etc. Chez des personnes un peu moins sportives, je vais leur juste demander de mettre des exercices, etc. Là, c'est vraiment l'idée de mettre vraiment des petits impacts sur l'articulation. Voilà, presser l'éponge, c'est un peu l'image qu'on peut. L'échauffement musculaire, tac tac, c'est important. C'est surtout, en fait,
le but, c'est de chauffer le muscle un peu. C'est d'augmenter de quelques degrés en utilisant les réactions. Le muscle, quand il se contracte, il consomme de l'énergie. Et cette consommation d'énergie, ça fait. Donc, c'est l'échauffement, ça ne peut pas être passif, en fait. Un échauffement musculaire, il faut qu'il y ait une activation, quoi. Donc, il faut que je fasse un mouvement au moins entre 30 et 50% de ma capacité maximale, quoi. Voilà. Et il faut que ça soit aussi cardiovasculaire. Donc, il faut que je sois un peu. Enfin, l'image qu'on a, c'est qu'il faut qu'on soit un peu rouge à la fin de l'entraînement. C'est un peu l'idée. L'objectif, c'est le muscle, le cœur, c'est un muscle. Voilà. Donc, faut l'échauffer aussi. Voilà. Je vais pas trop parler des étirements. Les étirements, dans l'imaginaire collectif, souvent on dit que les étirements, ça échauffe. Alors, sans rentrer dans les détails, un étirement, en fait, c'est passif. Donc, c'est passif, ça fait des contraintes au niveau de l'action, de l'action, ni un système cardiovasculaire. Donc, les étirements, c'est pas mauvais, mais ça suffira à l'échauffement. Ça fait l'entrée dans le mouvement, quoi. Oui, ouais, il y a plein d'avantages. Mais il ne faut pas juste faire son échauffement sur l'étirement. Il y a plein de points positifs. Musculaire. Sur place. Ah oui, par exemple, si je fais un échauffement sur le bord de l'eau avant de prendre l'entrée, je peux demander à serrer point, etc. Voilà. Alors, deux niveaux à respecter. Hein. C'est l'isocinétisme. L'échauffement, c'est suivant on revient l'avant militaire. Ah oui, et ça, c'est aussi le paradoxe, en fait. L'échauffement, c'est pour se préparer à la performance, mais il ne faut pas se fatiguer. Donc, la seule chose qu'on peut dire dessus, c'est qu'il ne faut pas que l'échauffement soit vraiment. Faut pas que l'échauffement soit asymétrique par rapport à ce qu'on a l'habitude. Alors, je me suis très bien exprimé. Si je fais une séance, je m'échauffe avant. À chaque fois, tous les samedis, je vais faire une séance, je m'échauffe avant. Je m'échauffe, je sais pas, 10 minutes par exemple, parce que c'est ce que tout le monde fait dans mon club. Si je vais faire une séance ou une compétition ou un stage plus loin, je vais essayer de remettre le même échauffement. En fait, il ne faut pas avoir de rupture dans la routine. Par exemple, si je vais faire une compétition, souvent on dit aux jeunes: ah, mais ta compétition c'est bientôt, pourquoi tu t'es pas sur l'eau, tu t'es toujours pas échauffé? Souvent on entend ce discours-là. En fait, c'est intéressant de s'échauffer 30 minutes s'il a l'habitude de s'échauffer 30 minutes dans le club. C'est juste ça. Une question qui tient à se muscler, qu'est-ce qu'il faut? C'est sûr qu'on voit des gens qui se musclent avec des appareils, épaules, on est sur les bras, ça va mal, les pieds, on ne bouge pas, et ça fait des muscles. Ah, sur les statiques. Et lequel muscle? Centrifuge statique. Donc, ça peut rentrer un peu dans les détails, mais il y a plusieurs notions de contraction. Par exemple, si je prends mon biceps dont je parlais tout à l'heure avec mon haltère, il y a différentes contractions. Soit je reste comme ça à l'horizontale, donc là, le muscle il est statique, mais il travaille quand même. Ensuite, j'ai l'excentrique. Donc, le muscle s'allonge, mais pourtant, je l'utilise quand même. Et la dernière contraction, c'est concentrique. Donc, je raccourcis le muscle. Voilà. La notion, comment de détail, et du coup, il va falloir être assez variable, mais globalement, un peu comme ça s'apparente un peu au vélo. Enfin, on a un point fixe et on bouge par rapport au point fixe. Je sais pas comment c'est des sports en inversion du point fixe. Donc, il va falloir faire les deux. Parce que, par exemple, pour être assez clair, un sportif qui fait du baseball, il va juste lancer sa en chaîne ouverte. Donc il va prendre une poulie, il va tirer, il va prendre des barres, il va les pousser. C'est des chaînes ouvertes. Un sportif qui fait de l'escalade, il va s'accrocher et il va faire des tractions par rapport au point fixe. Quelqu'un qui fait du kayak, il va faire un peu des deux, parce qu'il fait un peu de point fixe et un peu de chaîne ouverte. C'est très rapidement expliqué, mais voilà. Et ensuite, il y a la notion de qu'est-ce que tu veux entraîner. Est-ce que tu veux prendre de la force? Est-ce que tu veux prendre de l'endurance? Est-ce que tu veux de la stabilité, du gainage? Il faut des muscles profonds, il faut du gainage
pour ton mouvement. Dans ce cas-là, tu vas faire du mouvement statique, tu vas faire du gainage planche. Sauf que si tu fais que de la planche, tu vas pas être très performant. Il faut un peu de muscle pour être puissant. Donc, tu vas faire un peu de développé couché pour développer ton biceps, tu vas faire pour développer tes pectoraux, tu vas faire un peu de traction pour développer tes grands dorsaux. Et voilà. Sauf que notre vision elle est un peu biaisée des choses parce que nous, on voit beaucoup les sportifs qui s'entraînent, qui font que de la poussée avec des gros poids. C'est parce qu'en fait, les muscles, les gros muscles, ils sont plus gros, ils sont plus difficiles à développer, il faut passer plus de temps dessus pour pouvoir les développer. Mais ça ne veut pas dire que les sportifs de haut niveau, ils ne travaillent pas leur gainage. C'est juste qu'ils ont moins besoin de travailler leur gainage parce que c'est juste que le corps va s'adapter plus vite. Bon, c'est très rapidement expliqué. C'est une forme de préparation physique. Voilà. Après, il va y avoir plusieurs. On peut faire du développement physique embarqué, d'arrêter sa méthode de palier. Donc, de support, c'est une forme de préparation physique. Quand on a l'habitude de toujours palier un cahier de mètres et après on passe en rivière, souvent les combattants arrivent le lendemain, ils se disent oh là là, donc voilà. Et je pense que vous avez dû voir la différence quand vous avez changé de support et pratique. Il y a des qui ont dit j'ai fait de la rivière, vous avez dû sentir la différence de travail. Donc déjà la pratique en soi est une forme de préparation physique. Je ne parle pas de l'entraînement, parce que de toute façon, c'est des galettes, donc chose entre guillemets. Mais c'est juste que c'est la notion de prévention qu'on va aborder juste après. Pour faire prévention, si on fait que du mouvement spécifique, on ne va pas se prévenir les contraintes. Si on veut se prévenir des blessures ou des blessures de surutilisation ou des blessures traumatiques, il va falloir passer par une phase de préparation physique ou alors d'exercices des exercices globaux en kayak pour contrebalancer le mouvement très, très spécifique qu'on a en kayak. Et tu penses que l'échauffement, ça va être une bonne porte d'entrée à faire de la prévention sur les... Je pense qu'en fait, c'est très compliqué à mettre en place des périodes de renforcement musculaire, etc. Et que le seul moment où on a les gens, c'est au début de la séance. Donc en fait, mettre en place une routine d'échauffement, même si ce n'est pas physiologiquement l'endroit où c'est le plus efficace, en fait, ça va être, ça va être je pense, une bonne solution d'intégrer à chaque fois que je fais une séance avec des enfants ou avec des adultes ou avec n'importe qui. Si je les ai systématiquement, et bien systématiquement, au début de la séance, je mets des exercices de renforcement global. Enfin, oui. De renforcement pour prévenir. Et donc, on va passer à ces renforcements, justement. Tac. Et donc, dans les temps, une routine de prévention, de renforcement musculaire au début de notre séance. Donc, vous rentrez demain dans votre club, vous avez une séance dimanche avec une dizaine de personnes, vous mettez en place ce qu'on va voir. Donc, qu'est-ce qu'on va rechercher? Donc, on va chercher à travailler la des rotateurs. On va rechercher donc les muscles profonds. On va chercher à travailler donc le gainage du tronc et les mouvements, le travail avec des mouvements globaux qui impliquent des chaînes, donc, des chaînes très longues. Et on va aussi travailler, on peut aussi travailler l'instabilité de l'épaule. Et on a des tests qui permettent de dire si on a une stabilité bonne ou si on a une stabilité moins bonne. Parce que la sensation d'instabilité, c'est souvent un facteur effectivement de attention, il faut se préparer au stage parce que là, je sens que je suis pas bien. Mais il y a des gens qui ne vont pas dire ah, je me sens pas bien, je me sens instable. Et dans ce cas-là, il y a des tests un peu de dépistage qui peuvent être intéressants à mettre en place. Pareil, c'est un peu compliqué, mais par exemple, pendant les séances de musculation, si on est au club, on peut mettre des séances on peut mettre en place des tests pour évaluer la stabilité de l'épaule. Le test à réaliser, on va dire attention, est-ce que tu peux peut-être axer plus sur la prévention, sur l'exercice de prévention avant d'aller à ta compète parce que peut-être que tu risques de te faire mal. Voilà, donc ça c'était. On a encore un peu de temps, on va essayer de faire les exercices dont je vous ai parlé. S'il y en a qui veulent, ou moi je peux le faire devant vous. Je vais vous montrer avant peut-être quelques vidéos. Donc ça c'est juste le test Y skate. C'est le Y qui est là. On va essayer de faire ensemble pour montrer est-ce qu'on est stable des épaules, est-ce qu'on a une stabilité suffisante ou est-ce que notre stabilité est pas suffisante. Je vais juste mettre les vidéos là.
Ah oui, donc par contre. Alors, donc, dans la première vidéo, on va voir ce que c'est. Teams. Je l'enregistre. Ouais, en fait, c'est pas possible. Je partage le buzz, c'est pas possible. C'est un mouvement. Ah, c'est qu'on est en présentation. Ok. Il fait chambranle. On n'a pas toujours de belles bandes de caoutchouc comme ça, mais on peut utiliser plein de choses. Il reste qu'il y a une remorque. Les élastiques de remorque, c'est un tendeur. C'était dans le web. Ah. Comment se soulager en répartissant les efforts, travailler sur les gros, travailler sur la structure de vie du bac, et quand il y a des pilotages, faire attention pour avoir une orientation sur les trucs de son bloc. Pour baisser le pilotage, on sait que des choses, c'est qu'on fait un effort, pour rebaisser les avions, c'est bon, pour mettre la pression que les choses. Si on travaille avant, sur, par exemple, en pilotage latéral, pareil, on passe le module, et là, on repasse le bateau, en mouvement, en mettre en rotation sur le mouvement. Et changer le mouvement. Ouais, on fait ça. Et surtout de souplesse, on essaie d'en rentrer dans le et là, ça peut se permettre, si on essaie de mettre sur un appui, on a tendu, vous voyez, je ne pas tendu, on peut faire ça, et c'est grand, parce qu'il doit rester dans ta gueule, juste pendu sur la gueule, et on monte le bateau sur les genoux, et on voit un moment. Donc ça, c'est modifier le geste pour diminuer la contrainte. On remonte le bateau sur l'équilibre, en tirant sur le bras, on se fait une rotation sur le point de rotation sur le point. Bah, je suis totalement d'accord. C'est sûr qu'il va y avoir des mouvements qui sont clairement délétères. Ouais. Moi, je suis plus, par contre, dans la notion qu'il n'y a pas de mauvais mouvement. En fait. Même, sauf les mouvements flagrants, par exemple, un débutant qui va faire un mouvement pas efficace, même pas un débutant, mais qui fait des mouvements pas efficaces, ça peut, effectivement, tu peux le repérer. Mais souvent, nous, ce qu'on dit, c'est que y a pas de mauvais mouvement. Il y a juste des mouvements qui demandent plus ou moins de contraintes. Et donc, qu'il va falloir se préparer pour réaliser le mouvement. Pour être plus préparé. Donc, par exemple, mais après, effectivement, lors de la préparation, ça peut impliquer muscler les abdos et gagner en amplitude pour réaliser mieux le mouvement. Et donc, on va se préparer à la fois à la contrainte et à la fois on va améliorer le mouvement. Souvent, ça va ensemble. On se prépare pas. Enfin, c'est dur, c'est très difficile de modifier le mouvement de quelqu'un. Si il y a quelqu'un qui fait des appuis comme ça et qu'on lui explique avec toutes les meilleures précautions du monde qu'il faut qu'il fasse comme ça avec sa main devant, c'est très difficile à automatiser, sauf s'il passe vraiment. Je pense, enfin, j'ai pas de notion d'automatisation, mais il faut des semaines pour automatiser un geste. Donc, modifier le geste de la personne va être compliqué. Par contre, on peut lui faire travailler les gestes, effectivement, avec ce que tu dis, en lui disant, faire des ateliers en travaillant le tronc, le gainage, et là, tu vas voir, tu vas être plus efficace, là, tu vas avoir une chance de te faire mieux. Le faire avec le presse, ça peut être bloqué sur la masse surtout, et il y a toutes les bras qui bougent. Et toute la supplémentation, c'est pareil. C'est juste qu'il va amortir avant cette contrainte sur les coudes. Et c'est un peu le couple relâchement-contraction.
En fait, on se rend compte que les personnes qui sont, on dit souvent, ils ont dans de l'eau, on les voit, ils sont très à l'aise sur l'eau. En fait, c'est des personnes qui paraissent relâcher l'extérieur. Et en fait, souvent, ce sont des gens qui ont une capacité, comme tu dis, à faire participer l'ensemble du corps pour que l'utilisation du bateau soit complète. Parce que tout le corps participe à l'abandon du bateau. Et c'est vrai, comme tu dis, au démarrage, souvent, on a la sensation que pour faire avancer son kayak, c'est juste la manipulation des bras et de la palette. Alors que moi, je suis en sensibilisation complète du corps. Donc, quelqu'un qui est très relâché sur l'eau, c'est quelqu'un qui, en fait, intérieurement, est très contracté. On va vraiment avoir une notion de transfert. Donc, si on revient aux exercices, ça, c'est un exercice global qui va faire travailler donc toute la chaîne postérieure. Donc ça, on peut le mettre en place. Voilà. Et ça va être intéressant parce que ça va faire travailler aussi les muscles de l'omoplate dont on parlait tout à l'heure. En fait, l'omoplate, en fait ce mouvement, elle va glisser vers l'arrière. Et elle glisse vers l'arrière grâce aux muscles stabilisateurs dont qu'on avait vu au début. Alors ça, c'est le test qu'on va voir. Le principe, c'est de se mettre en position de pompe sur un bras. Donc déjà, ça, c'est pas du tout facile pour tout le monde. Mais donc par exemple, j'ai des jeunes assez sportifs pour voir s'ils vont avoir des problèmes d'épaule. Je vais mesurer sur les trois bandes jusqu'où je peux aller. Voilà. Et en fait, ça travaille à chaque fois que j'ai assez d'amplitude et surtout, ça demande beaucoup de stabilité. Et ça, là, ça va demander un recrutement très très important. Donc, ça, c'est un exercice qui peut être bien. Donc, il y a des. Voilà, si on est en dessous d'un certain seuil, on peut être à risque d'instabilité. Voilà. Après, il n'y a pas de normes qui ont été faites sur le kayak. Très intéressant de le faire. Finalité, c'est t'as les mains à la fois. On va le faire. T'as les deux mains, le fond du client. Alors, attends, vous pouvez chercher juste un mètre. C'est là. Donc, juste le test, il a été fait, il y avait des études qui sont complétues, donc il a été standardisé. Là, il y a 135 euros. Donc là aussi, il y a qui rentre dans le test. 90, 90. Voilà. Si vous voulez, je vous donne les normes. Si vous voulez en effet, c'est le XY. Si vous tapez Y, balance upper test, Y balance upper test, vous allez trouver. Je vais vous remettre la diapositive. Donc, là, on a deux branches qui sont plus rapprochées, d'accord, et une branche qui est toute seule. Ce qu'on va faire, c'est se mettre en gainage, donc en position de pompe, d'accord, et la main, l'épaule qu'on va tester, on va mettre, par exemple, la commissure du pouce, là, on va mettre au niveau du centre. Voilà. Là, on est en position de gainage. Donc, on rigidifie notre position, etc. Et on va le test. Donc, avec cette main-là, le but, c'est de garder le dos droit. Il ne faut pas que je fasse ça, il ne faut pas que je tourne trop. Le but, c'est juste de tester la stabilité de cette épaule. D'accord? Donc là, je vais essayer d'aller le plus loin possible là-bas, sans décoller les pieds. Je n'ai pas le droit de décoller les pieds, sinon ça ne fait pas. Et donc, hop, je vais aller le plus loin possible. Hop, et là, on va faire une petite trace ici. Donc, je reviens, et là, je vais aller sur le supralatéral. Là, hop, et je reviens. Et ensuite, je vais aller sur l'infralatéral. Et après, si je peux changer, je suis en retour. Et je peux faire la deuxième épaule. Donc, de la même. Voilà. Je me mets en position de gainage. Je vais essayer d'aller plus loin sur le médial. Ensuite, plus loin sur le supralatéral.
C'est clair, on va essayer de tester ça. Oui. Je veux dire, c'est avec la main. J'ai un petit stylo. On prend le. Ton scotch, il est où ton scotch? Ça va être mieux avec le dates avec ça. Ça va pas partir. Mais si je le mets sur la. Ah oui, ça va alors, on se met en position avec la commissure sur le. En fait, c'est pas forcément important où est-ce qu'on met la main, il faut juste que ce soit toujours la même chose. Donc, si le test, c'est quand même la dernière fois que j'étais comme ça, pour pas que je change la. Alice? Oui, c'est pas qu'elle est liquide. Donc là, à droite, à ma gauche. Oh! Ouais, c'est bon. Donc là, avec cette main, je vais essayer d'aller chercher le plus loin possible le sauter. Si tu arrives là, c'est pas. Ouais, pas les mots. Ouais. C'est un test hyper contraignant qu'il faut surtout pas faire sans échauffement. Une idée de progressivité et peut-être moins. Même s'il est pas mal, peut-être, et tout, de faire sur les genoux. On avait vu qu'on avait alors qu'elle a. C'est bon, il faut se les battre. Fait par des équipes médicales dans le domaine du sport pour essayer d'avoir des réponses à leurs questions. C'est pas parce qu'on n'avait pas bon un test, on est en dessous des valeurs, on est en calme, on est en plus, on va pas pouvoir faire la même chose que ceux qui ont été étudiés avec ça. Ça donne des idées, par contre, d'exercices. Parce que ça peut être un marqueur de rééducation. Si je mets en place mes exercices avec l'épaule, que mes enfants, que mes gamins, ils ne sont pas très assidus, bah, je leur fais ce test-là, il y a l'air, ils tombent tous, bah, je leur dis, bah, la semaine prochaine, on va voir c'est qui le meilleur. Et donc là, on va voir si on fait l'exercice chez eux. Et on peut améliorer les performances avec le genre d'exercice. L'amplitude. Est-ce que ça permet juste de vérifier la stabilité? Ah oui, en fait, ce test, vu qu'il met des contraintes qui demandent beaucoup de carrière, c'est sûr qu'il va faire un exercice de stabilité d'épaule. C'est un excellent exercice de stabilité d'épaule.
Oui, tu peux le pratiquer, mais juste déplacer ta main. Tu vois, juste le jeu, c'est de, voilà, hop, pendant 20-30 secondes, j'essaye de déplacer ma main à un endroit sans aller chercher toujours l'amplitude maximale, mais juste de faire ça. Là, tu travailles ton instabilité des épaules, le gainage. Le gainage. Ouais, c'est hyper populaire en fait, c'est hyper intéressant. Et ça peut être une routine d'échauffement hyper simple en plus à mettre en place. Ce qui est intéressant, c'est que tu fais 42-42, la même chose sur les deux et qui sont le même angle d'écartement. Et tu fais 36 sur celui-là. C'est des valeurs qui sont assez regroupées en fait. Donc, s'il y avait une amplitude, par exemple, tu avais 10 et l'autre 50, je me serais dit, alors soit elle s'est trompée, j'ai pas pu aller décoller un pied, soit peut-être qu'il est moins à l'aise sur ce mouvement, un peu de faiblesse, peut-être d'un côté, plus de muscles. Mais là, c'est assez homogène. Donc déjà, c'est un facteur qu'il faut dire. Après, on n'a pas de valeur. Là, j'ai pas dit que genre 42 cm, je ne pourrais pas te dire à quoi ça correspond. Il faudrait faire une étude sur la population. Ensuite, elle est technique. Moi, je suis pas trop incarné. J'ai pris la distance, donc c'est là, et la Précise, c'est beaucoup mieux ça. Ça marche aussi pour les tests. Je voulais savoir si vous avez arrêté de vous faire emprunter aussi. Après, moi, j'ai pas. Ça peut servir de manipulation. Donc là, la stabilité du coup. Vous essayez d'aller le plus loin possible devant. Hop. Pour pousser derrière. Et pour plus et on n'a pas décollé le pied, sinon le test c'est pas valide. Et là, il y a des données, là, il y a beaucoup plus de données. Il y a quand même plus de données pour savoir si c'est pour nous. Des accents. Là, c'est écrit pour le moment. Ouais, moi, je ne sais pas beaucoup l'épaule. Par contre, j'aime beaucoup la chaîne. Je vais m'appuyer, tu vois, pour aller chercher. J'arrive pas à la table. Et là, putain, je vais attaquer dans l'eau. Le nom du test, c'est upper, quarter, Y, balance test. Et ça, c'est des données qui ont été vérifiées chez les volleyers. Oui, on a pris sur les bras. Donc, on avait 97 cm. Ouais. Après, oui, sur ouais, puis eux, ils ont vraiment un différentiel entre leur bras de jeu et l'autre. Comme des tennis. Et après, ils ont remettent en fait, les données avec les poids, les tailles, etc. Ce qui permet de faire des conclusions après. Et d'avoir un peu des cut-offs. Voilà. Chouette. Peut-être quelques exercices juste pour la coiffe des rotateurs, parce que je n'en ai pas donné beaucoup. Alors, la coiffe des rotateurs, c'est un mouvement profond. C'est les muscles profonds qui vont travailler dans tous les mouvements de stabilité de l'épaule. Donc là, sur ce test-là, c'est principalement la coiffe des rotateurs qui va travailler. D'accord? Donc, tous les mouvements en déséquilibre sur l'épaule vont être très intéressants à travailler. Il faut savoir aussi que la coiffe des rotateurs, c'est les rares muscles de l'épaule qui permettent la rotation latérale. Voilà, donc la rotation latérale, c'est mon bras, mon coude, il est face au mur. Si je vais vers l'extérieur, je fais de la rotation latérale. Si je vais vers l'intérieur, je fais de la rotation interne. D'accord? Rotation interne, il y en a plein qui le font. Il y a tous les gros muscles, donc grand pectoral, grand dorsal. Par contre, rotation externe, c'est principalement des muscles de la coiffe des rotateurs qui font la rotation externe. Donc, comment je les travaille? Tout simplement, je prends une petite bande d'élastique et je vais venir faire de la rotation interne des deux côtés. Donc, je me mets comme ça. Ça marche aussi, je ne sais pas si vous n'avez pas d'élastique chez vous avec un caleçon ou un truc comme ça. Et vous l'écartez. Et donc, par exemple, on peut faire des répétitions de 10 comme ça. Voilà, ou alors on va chercher l'amplitude de rotation. Et là, on maintient 10 secondes. Ça peut être long, très rapidement long. Et après, on revient. Il est très puissant cet élastique. Rotation maximale ou pas? La rotation maximale, ça va être plus pour aller vers les mouvements spécifiques, comme ça, d'armée, etc. Et donc,
c'est intéressant. En fait, c'est juste que si tu n'as pas la base de renforcement en position comme ça, c'est pas la peine d'aller chercher la rotation maximale. Par contre, il ne faut pas s'arrêter à ça. Effectivement, après, quand on a cette position-là, il faut aller chercher, hop, par exemple, là, quand j'essaie de garder les coudes face au mur, c'est très dur. Genre, je vais faire passer l'élastique après. J'écarte les mains, ok? Je garde les bras le long du corps. La principale compensation, donc la principale triche qu'on peut observer lorsqu'on travaille la rotation externe, c'est j'élève les coudes. Ok, j'élève les coudes, je fais travailler le deltoïde, pas des muscles profonds. Donc je garde les coudes bien face au mur, je tends, je fais de la rotation externe. Là, c'est dur. Là, mes muscles, je sens qu'ils travaillent. Et là, je vais les travailler. C'est toujours, je fais le mouvement. Et là, mes muscles internes, ils sont dans des positions de rang jusqu'en haut. Et après, je redescends. Là, regardez tout ça, les mains comme ça. On met le bord, on appelle ça le bord, le talon de la main, le bord lunaire. Ah, d'accord. En fait, c'est juste des. C'est pas la même modalité d'exercice. Ça va être enfin, ça dépend ce que tu veux travailler, ça dépend, etc. Oui, en renforcement? D'accord. Si on travaille avec un nombre lui, je ne peux pas je ne sais pas. Oui. Si je travaille avec un mouvement réduit, je vais intégrer travailler oui. Alors du coup, tu expliques très bien. En mode, en physiologie, genre comme tu l'as expliqué, c'est totalement ça. Enfin, si je veux faire un mouvement compliqué, je vais nécessairement devoir recruter, mais alors, je suis fatigué. Travailler les muscles profonds dans toute l'amplitude, parce que si effectivement j'ai travaillé que là, ils vont être forts que là, en fait. Donc si je fais un mouvement très important là, il faut aller chercher des mouvements de rotation. Donc il faut aller travailler ces muscles profonds dans le plus d'amplitudes différentes possible. Cependant, quand je fais mon mouvement comme ça, d'écartement pur, là, les muscles profonds, ils vont être. On n'a pas vu la vidéo sur la rotation externe, mais là, de là à là, ça va être surtout la coiffe des rotateurs qui travaillent. Mais si je vais plus loin, ça va être les muscles de la scapula qui vont se rapprocher. Il y a d'autres chaînes musculaires qui se mettent en place. Et du coup, je cible moins. Voilà. Donc en fait, ça, c'est un mouvement, on appelle ça analytique. Ça veut dire un mouvement qui concerne un muscle. Donc là, c'est un groupe de muscles, mais voilà, je suis plus analytique. Et en fait, quand on fait de la rééducation, on va de l'analytique vers le spécifique. Donc on commence par renforcer les muscles avec peu de composantes. Voilà, là, il y a juste un mouvement qui se réalise. Et après, on vient faire des mouvements, d'écartement, etc. Mouvement de stabilité de l'épaule, très sympa. Alors déjà, si on n'a pas d'élastique, rien qu'avec une haltère comme ça, on peut travailler les muscles de la coiffe des rotateurs avec la rotation latérale. La rotation latérale, donc. Ça, c'est de la rotation latérale. Mais si je monte ma main, la rotation latérale, ça sera ça. OK, donc là, ça ne va pas marcher parce que du coup, le poids est m'attire juste vers le bas. Par contre, si je me mets là, hop, là, je travaille en rotation latérale contre la pesanteur. D'accord? Ça marche. Je peux mettre aussi 10 comme ça. Faire 10 comme ça, c'est pas facile. Donc, ici, et ce qui nous est intéressant de travailler, c'est l'endroit le moment où ça tire sur la main. Voilà. S'il y a un malin qui vous dit, mais là, il y a un kilo, ça ne va pas muscler, etc. Si on va au-delà, c'est juste que du coup, tu travailles les muscles sur l'intérieur. Voilà. Sinon, on peut se mettre. Du coup, là, on travaille dans la même position que quand on était avec l'élastique au début, mais du coup, on peut faire.
Et après, on regarde bien dans l'axe et on revient. Voilà. Ouais. Ça, s'il y a quelqu'un qui m'en fait 10, je vais y avoir. On peut baisser la caméra Non, pour j'ai voir ce que je dis. en bas. C'est une question de motivation. Voilà. C'est pour là, ça va faire travailler. Je vais travailler sur ce mouvement-là. Ce que tu vas faire, par exemple, c'est monter les deux. Il y aura plus de bulles. C'est petit, donc si on les travaille avec une grosse c'est juste des petits muscles, donc ils vont avoir mal très vite, tu peux te faire mal rapidement parce qu'ils sont assez faibles. En fait. Donc si tu mets un 5 kg comme ça, tu vas avoir mal très vite. Ça sera plus ta rotation latérale. Ça sera juste ton deltoïde. Donc pour faire de la rotation latérale, c'est soit ça, soit ensuite tu mets ta main ici, hop, ici comme ça. Et après le long du corps, ça marche, mais plutôt avec un élastique du coup. Le mouvement de l'élastique, il est facile. Ça va travailler le chemin postérieur. C'est pas C'est intéressant. C'est intéressant que tu mettes ton élastique et que tu fasses des rotations latérales comme ça. C'est pas mal. C'est plus simple à faire. Ils sont partis l'activité en bordée. Voilà. Ça, Pas de derrière. comme ça, bien les coudes devant. Non, mais c'est parce qu'il avait ouvert le micro, donc je pose la question. Mais après, tu peux associer les petits il n'y a rien dans la conversation. Toujours les muscles ronds, tout ce que je te dis. Et ça, c'est un outil super sympa, ça s'appelle une kettlebell. Et là, moi, il est en stabilisation totale. Là. Genre ouais. Et ben là, en fait, du coup, j'ai mes muscles profonds qui stabilisent le mouvement comme si j'étais un peu sur le sol. C'est pas mal. Et avec ça, on peut rajouter des mouvements. Donc, des mouvements globaux. Hop, donc là, je travaille mon. Je vais pas le lancer en l'air. Là, je travaille mes jambes. Hop, le tronc. Là, je travaille le dos aussi. Et après, hop, je peux la lancer en l'air. Et là, je le maintiens. Je maintiens. Là, la position là, c'est une position en charge, donc en point fixe. Alors que là, je suis en point de mouvement ouvert. Donc, si je veux travailler, donc là, ça peut entraîner. Déjà, ça peut entraîner à la stabilité de l'épaule, c'est sûr. Et si je veux m'entraîner à ça aussi, je peux aussi peut-être commencer à faire des choses contre le mur en lâchant une main, en descendant de plus en plus bas, en mettant sur une table, et après en mettant au sol. Bah, merci. Super. Si vous avez la Vous avez d'autres choses? Non, c'est pas mal. C'est excellent. Merci beaucoup.